On a pris mon cours, notre plus jeune académicien, encore, hein, n'est-ce pas? Ce qui me fait juste une anecdote, fait penser à la très belle phrase qu'avait le président Valéry Giscard d'Estaing, votre confrère, qui avait dit à partir d'un certain âge, il n'est pas totalement stupide d'investir dans l'immortalité. Mais... On pourrait ajouter une chose, mais scientifiquement prouvée, à partir des années 50, les femmes ont gagné 21 ans d'espérance de vie et de jeunesse, donc, et les hommes 18. Donc une femme qui avait 50 ans, enfin qui a 68 ans aujourd'hui, 11 ans aujourd'hui, c'est une femme qui avait 50 ans dans les années 50. Il y a tout le monde à 50 ans dans cette salle. C'est formidable. Bien. André, on ne va pas perdre trop de temps. M. Makin, bonjour, bienvenue, bien entendu. Alors, on va parler de votre livre. Un Français aurait-il pu écrire ce livre? C'est la première question que je me suis posée. En lisant ce livre, bon, la question qui pose pourquoi écrire, vous, c'est l'amour de la langue française, qui touche le russe que vous êtes, à écrire en français. Ce livre, vous avez en vue le contenu, les idées. Plusieurs journalistes m'ont posé cette question, en disant, mais bien sûr, un russe peut tout oser, et en plus vous êtes académicien, et ainsi de suite. Et je leur ai toujours répondu, mais vous auriez pu oser écrire ce que j'ai osé, ce que j'ai écrit. Mais il fallait tout de suite renoncer à avoir beaucoup de presse, à avoir cette chape de silence qui s'abat sur vous, à être vu un peu comme quand même dans ces petits cercles parisiens qu'on testifierait. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Mais vous pourrez de gros risques. Moi, je peux le supporter, je ne sais pas si vous le supporterez. Alors on va en parler parce que c'est quand même le cœur du livre, bien entendu, hein, cette chape de plomb, ces propos. Parce que ce livre, il est écrit, bon, c'est l'histoire d'un manuscrit, écrit par le jeune Vivien de Linden, dont on va reparler, un manuscrit absolument impubliable, dans lequel il y a une accumulation d'horreurs par rapport à ce qu'on appelle le politiquement correct, bien entendu. Ce livre est absolument impubliable, sauf que, en écrivant dessus, vous en publiez des bonnes feuilles. Oui, c'est un livre qui a été rattrapé par l'actualité. Et je n'ai rien calculé, je l'ai écrit déjà il y a plusieurs mois, et nous parlons aujourd'hui, mais à mon couvert, quand même à la radio et dans les journaux, on emploie souvent ce mot, le grand remplacement. Le grand remplacement, qui est un peu le synonyme de l'immigration massive qui s'installe en France, mais c'est un fait très banal, n'est-ce pas? Nous sommes à quelques générations près, nous sommes quand même des sangs mêlés, toujours. Il faut toujours trouver du sang germanique chez les Français, ou du sang italien, du sang hispanique. C'est assez banal, du sang anglo-saxon. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que Linden le remarque, c'est que c'est une autre immigration qui, finalement, voudrait tout simplement s'installer en France avec sa culture, avec ses mœurs, avec ses coutumes, etc. C'est ça qui change la donne. Ce n'est pas un pauvre Italien qui arrive pour travailler, c'est un peu différent. Et donc, il dénonce cela dans un livre qui s'appelle Le Grand Déplacement. Il fait un constat, non pas le grand remplacement, mais un grand déplacement. Il fait un constat terrible de ce qui se passe en France. Et l'un de vos confrères, ici, je pense dans le journal de la Provence, a trouvé, à mon avis, la meilleure formule pour caractériser ce livre. Il a dit que c'est un livre scandaleux au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens de Bernanos, que lui donnait le Bernanos, le scandale de la vérité. Et d'ailleurs, on aurait pu citer George Orwell, qui, dans son roman célèbre, disait « Aujourd'hui, dans ce monde de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est déjà révolutionnaire. » Et donc, Linden suit, voyez-vous, ces deux grands auteurs. Alors, le grand déplacement, c'est le fait de quitter ce pays complètement pourri, corrompu, et d'aller s'installer ailleurs, on en reparlera. En lisant cet argumentaire, j'ai pensé au camp des singes de Raspail à l'envers. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas vraiment, il ne pense pas que son pays est pourri, il aime profondément la France, mais c'est un enfant qui est dépossédé de sa patrie telle qu'il la conçoit, la douce France. Ils se sont dépossédés de ce pays. Il se sent orphelin d'une grande idée nationale. Il vit dans un pays comme il le croit. N'est-ce pas? C'est sa vision. C'est lui qui... C'est sa vision.
il croit que ce pays est amputé de son passé, de ses traditions. Et donc, il commence à réfléchir, bien sûr, c'est un projet parfaitement utopique et extrême, mais il faut dans ce cas-là faire l'inverse, renvoyer dans le pays qui a été ravagé par le temps, la Libye, tous ceux qui détruisent ce pays, détruisent la France telle qu'il la conçoit. Bien sûr, c'est un pacifiste, c'est un identitaire. Mais pourquoi ne pas camper un personnage de ce genre? Vous savez bien que pour semer le genre d'idées, il y a à peu près 30% des Français qui ont voté aux élections, enfin, ils votent toujours à ces élections. Pourquoi dire, écoutez, de toute façon, vous êtes des stipulés, on vous oublie, et on écrit des romans à l'eau de rose qui plaisent à tout le monde, qui se vendent très bien, et on oublie ces personnages-là. Pour moi, c'était un personnage très intéressant, sans partager du tout ses idées. Et c'est ça qui est intéressant, ne pas abonder dans le sens de ce que je crois, etc. Et cette jeunesse française un peu identitaire, un peu réalité, vous l'avez approchée, vous l'avez étudiée? Plusieurs de mes amis ont des fils et des filles qui, sans ressembler pleinement à Vivien, forment à peu près cet univers, cet univers qui, parfois, est très sincère. Ils aiment ce pays. Ils ne trouvent pas que le pays, justement, est pourri. Comme on vient de le dire, c'est pas du tout ça. Ils voudraient revenir à des fondamentaux de cet esprit français comme il le conçoit. Ce qui, en soi, n'est pas criminel, n'est-ce pas? Alors, dans l'expression de cette thèse, dans ce manuscrit qu'il tente de proposer, et qui bien sûr n'a absolument aucune chance d'être publié, il y a tout de même, bien entendu, du racisme, de l'hostilité vis-à-vis des Juifs, un regard qui n'est pas toujours tendre sur les femmes. Il est vraiment, il marque toutes les cases de ce qu'est défendu de dire. Oui, dire qu'il est raciste serait exagéré, parce que c'est plutôt la science. Il dit que les races existent, parce qu'on voit les Noirs, on voit les Blancs, on voit les Chinois, les races existent. Si on aime ce prochain, y a-t-il un crime? Si on aime et si on reconnaît à toutes les races leur qualité, leur histoire et leur droit de se développer comme ils le veulent, je ne vois pas de crime dans ce cas-là. Ce mot n'est pas criminel en soi, n'est-ce pas? Tout simplement, c'est un mot qui révèle une réalité difficile à nier. Le maréchal Lyautey disait, en donnant au Maghreb, en parlant des Marocains, des Algériens, il disait non, ce ne sont pas des races inférieures, ce sont des races différentes, avec beaucoup de respect. Il faut les respecter, il faut respecter leur géographie, leur histoire, leur religion. Quand ils disent chez elles, enfin chez eux, c'est qu'eux s'expriment et ont tout à fait le droit de s'exprimer. Mais aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que s'il le dit et s'il développe toutes ces idées, c'est parce que sa mère, Gaïa de Liendel, est aux antipodes de ces idées. C'est une femme qui a vécu, c'est une jeune femme, une femme un peu moins jeune, qui a vécu toutes les expériences valorisées par notre société libérale et libertaire. Elle a été une activiste humanitaire, elle a été une journaliste sociétale, elle a combattu pour une France métissée, une France multiculturelle, multiethnique, et ainsi de suite. Et à un moment, elle comprend que les idées de son fils, mais aussi les siennes, c'est de les poursuivre quelque part, qu'il faut chercher ailleurs. On peut dire que cette femme est très importante dans ce livre. Pour moi, c'est un personnage principal. C'est un personnage qui s'est égaré. Et donc, elle est désabusée, totalement désabusée. Elle est presque au bord du suicide. Elle est au bord du suicide. Et finalement, le sujet de ce livre, c'est comment sauver un être qu'on aime. Le narrateur la rencontre, cette femme qui a 52 ans, il aime cette femme, il se dit, mais comment je pourrais lui proposer une voie de salut? Quelle serait cette voie de salut? Alors, dans ce livre, vous faites, il y a un personnage, on va quand même dire le mot, puisque c'est votre double, c'est un peu un miroir, hein, vous avez écrit sous son nom, Osmonde, et là, vous avez transformé cet autre vous en un personnage de votre livre. Oui, Osmonde signait donc un certain livre de la vie, et moi j'avais besoin de ce personnage pour une raison très simple, c'est qu'il allait là où Mathilde ne serait peut-être pas venue. Voyez-vous, c'est d'ailleurs le seul intérêt des personnages différents. Vous voyez, Lindel, je n'aurais jamais exploré ses idées.
parce que je pense que c'est assez, comment dire, assez limité dans le sens intellectuel, et puis on arrive très vite dans une impasse quand on est identitaire ou racialiste, etc. Voyez-vous, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rejeter son prochain. Je dis non, non. Il faut tout simplement trouver un modus vivendi pour vivre en paix avec tous les peuples. Ça, c'est mon idée. Mais en même temps, en ayant cet envoyé spécial, en quelque sorte, sur les territoires que je n'aurais jamais fréquentés, ça m'intéresse beaucoup. Gaïa, la même chose. Oui, je n'ai jamais été un gauchiste en disant, écoutez, abolissons les frontières, soyons frontiéristes, combattons les populistes, etc. Parce que ça me semble aussi un peu exagéré. Et vous avez abordé le problème du vivre ensemble, hein, vous l'avez presque dit comme ça, dont on parle tous les jours dans les médias pour nous en faire le plus souvent l'éloge, se heurte quand même de manière objective à de graves difficultés en France. Ça ne marche pas. Je pense que ça ne marchera pas parce que cela est devenu une politique. Je vous ai dit que l'immigration a toujours été quelque chose d'assez banal, enfin assez douloureux peut-être pour les personnes qui vous savez, les Italiens n'avaient pas été bien reçus, n'étaient pas bien traités, n'est-ce pas, les ritas, les macaronis, etc. Voilà, on en sait quelque chose. Mais les Polonais, la même chose, et les Russes. Vous imaginez, on parle aujourd'hui de l'immigration massive. Les Russes, imaginez, sont arrivés à un paquet assez compact de 600 000 personnes. Et en plus, c'était des Russes, c'était surtout des familles de militaires, les militaires eux-mêmes, qui arrivaient, mais la France avait un langage très clair. Ce qui a été dit aux Russes après la révolution et la guerre civile, écoutez, nous sommes un pays exsangue après 14-18. Donc, on vous donne déjà l'hospitalité, l'accueil. Et c'est vous qui vous débrouillez pour que cet accueil soit bien récompensé. Travaillez, vivez le bonheur familial comme vous le pouvez. Et vous savez qui a sauvé ces soldats russes, c'est les militaires de l'armée blanche, les femmes. Parce que les femmes ont gardé ce sens du foyer. Et donc ces gens-là, vous savez bien sûr, ils pouvaient travailler, les colonels, les généraux travaillaient comme chauffeurs de taxi, c'est pour vous dire. Vous voyez, un comte russe pouvait se retrouver à se lever à 5 heures du matin et aller faire le marché. Donc il ne refusait aucun travail. Et il n'y avait aucun RSA, etc. Ça n'existait même pas. Ça n'existait pas. Donc il fallait survivre. Et les femmes ont su organiser ces foyers. Et maintenant, quand vous rencontrez vaguement un nom polonais, un nom russe, un nom italien, vous ne faites même pas attention. Vous ne dites pas, ah, c'est un immigré. Non, c'est un Français à part entière. Donc l'adhésion à ce pays et la reconnaissance qu'il transmettait aux enfants était totale. Alors, pour les jeunes Français identitaires ou ultranationalistes du style de votre héros, hein, ils disent que l'immigration qu'on connaît depuis les années 70 est une immigration qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu auparavant. D'abord, elle est massive, elle est de substitution de population, de remplacement de population, et en plus, elle est fondée sur une religion qui n'est pas du tout le même tronc commun que les Italiens, les Portugais ou les Russes. Mais voyez-vous, je ne jetterai pas la pierre à ces immigrés, pour une raison très simple. C'est qu'ils sont attirés, d'une part, parce que, nous dit-on, ils formeront la main-d'œuvre nécessaire à la France, qui est une fausseté totale. Vous avez 5 à 6 millions de chômeurs, n'est-ce pas? Et la robotisation fait qu'il y en aura de plus en plus. C'est tout à fait évident. Mais surtout, cette attirance idéologique. Vous êtes le sel de la France, disait un homme politique. Mais attendez, là on est dans un racisme pur. Pourquoi tout à coup un immigré devient le sel de la France, mieux que les Français? Non, non, c'est un pauvre immigré qu'on peut à la limite, avec notre élan chrétien, aider. Mais s'il n'y a pas de retour, dans ce cas-là, il faut faire, et Lindell le pense, prendre cette élite qui a détruit la France, les journalistes, pas tous, hein, pas tous. Non, pas tous. Non, mais j'interprète les paroles de ce livre de Lindell, l'élite politique, l'élite idéologique, les banquiers prédateurs, plus les immigrés qui ne veulent pas s'intégrer, et qui causent quand même, il faut les reconnaître parfois, des problèmes assez graves avec les attentats, et donc ils se retrouvent en Libye. La Libye qui a été Alors, sur la Libye, vous avez un regard, parce qu'il y a beaucoup de références
référence, bien entendu, à l'actualité dans votre livre. Sur la Libye, vous avez un regard très, très critique, très aigu sur l'aventure française. Pas seulement française. Enfin, la France était, si vous voulez, à l'avant-garde de ce combat parfaitement injuste. Je vous donne juste un chiffre. La moitié des enfants tués en Libye sous les bombardements de l'OTAN, donc la France et l'Angleterre, avaient moins de 10 ans. Faut-il construire un pays en ravageant sa jeunesse, même son enfance, Nous avons parlé il y a un an du bombardement des missiles de croisière français sur la Syrie. Chaque missile coûtait 3 millions d'euros. La France a lancé 100 missiles. 300 millions d'euros. Vous croyez que pour les petites retraites, pour les chômeurs, cet argent ne serait pas nécessaire? Je pense que si. Sans aucun résultat. On a tué quelques soldats syriens, les pauvres. On a détruit quelques baraquements vides, parce que tout a été déjà négocié. Vous bombardez juste pour votre gloire, pour la gloire de ceux qui vous gouvernent. Et donc, voyez-vous, quand on dit c'est un moment scandaleux, il faut voir que le monde dans lequel nous vivons est scandaleux. Nous parlons déjà sans doute peut-être une dizaine de minutes. 75 000 femmes sont violées en France par an. 75 000 femmes. Ça fait une femme toutes les 8 minutes. Donc, une femme a été battue, molestée. Déjà, statistiquement, c'est cela. Et encore, toutes les femmes ne portent pas plainte. Donc, celles qui portent plainte, elles ont trop honte peut-être. Donc, nous vivons dans un monde scandaleux. Et quand on lit ce livre-là, il faut s'en souvenir. Il ne faut pas avoir des lunettes roses en disant, regardez comme c'est joli, les terrasses de café à Aix-en-Provence sont pleines, le monde sourit. C'est le paradis total. Il faut peut-être voir aussi comment vivent nos concitoyens tout le temps au contact de ces problèmes. Vous avez, on a parlé de politique, il y a un passage dans votre livre qui va, j'ai peur de le déformer, donc je vous pose la question tout simplement. Vous évoquez la Nouvelle-Zélande dans le livre. Un moment. La Nouvelle-Zélande, où on s'est dit c'est le pays où on peut aller parce que il n'y a pas de problème et l'actualité a rattrapé la Nouvelle-Zélande. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'écho de cette horrible chose qu'on ne peut que condamner, c'est tout à fait évident. 50 personnes abattues dans une mosquée, solidarité totale avec ces pauvres victimes. Mais la réponse est venue d'Italie. Heureusement, un bus avec une cinquantaine d'enfants avait failli brûler, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que c'était pour ça. Il a dit que c'était pour venger les migrants noyés dans la mer Méditerranée à cause du gouvernement italien. On peut toujours trouver une raison noble, c'est vrai, à son acte, l'acte est ignoble. Et surtout qu'on s'en prend aux enfants. On est passé près de quelque chose qui aurait déclenché en Italie des émeutes raciales dont on a l'idée quand on est en France. Nous dirigeons aujourd'hui vers cette guerre de tous contre tous. De plus en plus, on le voit avec les gilets jaunes, on ne comprend pas où va ce mouvement qui, au départ, est tout à fait légitime, n'est-ce pas? Les gens doivent se battre pour leur niveau de vie, ce qui est compréhensible. Oui. Alors, quand même, il faut expliquer, ensuite je vais vous passer la parole, on a parlé de la mer, on a parlé du roman un peu hier. La métapraxie, 2 mots sur la métapraxie. La métapraxie, c'est une technique neuropsychologique qui vous permet, grâce à un casque, mais ça se fait déjà avec la réalité augmentée, de ressentir, de porter au paroxysme, au plus haut, au sommet, ce que vous ressentez. C'est-à-dire que ça n'invente pas un monde extraordinaire, mais c'est une réalité augmentée. Cette réalité augmentée, d'abord, a été, comme toujours, ces nouveautés ont été inventées dans la simulation militaire, c'est-à-dire que vous êtes dans un char, j'ai connu ça, et donc vous roulez, ici vous voyez un caillou sur le chemin, vous êtes secoué, vous avez l'impression totale, et pourtant vous êtes juste devant la simulation électronique. Et donc ça a été rapporté maintenant à la sensation du plaisir, la sensation de douleur. Vous pouvez, grâce à cela, surmonter une douleur. Vous pouvez retrouver un souvenir. Mais tout simplement parce qu'on a nos IRM, nous savons déjà lire, grâce à tous ces appareillages, comment fonctionne notre pensée. Et bien sûr, dans 10 ans, ça sera quelque chose de banal. On en fabrique déjà des gadgets. La métapraxie, dans ce livre,
dans cette communauté de diggers dont je parle, ces creuseurs qui creusent au-delà des mensonges de la société, c'est la foi. L'homme a deux naissances. Voilà la théorie de ce monde. La première naissance est biologique. Personne ne peut échapper à cela, n'est-ce pas? Nous naissons comme petit animal, justement, comme petit animal, sans langue, sans pensée, sans rien. Et puis, ce petit animal est socialisé. Et nous naissons la deuxième fois en tant qu'être social. Marx disait un animal social. L'homme est un animal social. Mais si on s'arrête là, c'est quelque chose quand même. Parce que la première naissance, notre vie, c'est entre 20 000 et 30 000 jours. 30 000 jours. On s'étonne de cette brièveté totale. Et quand on s'en aperçoit, c'est qu'on a déjà peut-être la moitié. Les gens ne pensent pas. Souvent, je fais cette expérience. Je demandais à mes lecteurs, surtout s'il y avait des jeunes, de choisir entre trois chiffres. 1 million, 5 millions, 10 millions. Et puis je disais, sans calculer, dites-moi combien de jours vous vivrez. Les gens disent 10 millions, ou peut-être même plus. Parce qu'ils se croient éternels. Sauf que, non, ce n'est pas le cas. Nous vivons très brièvement, et du point de vue social, très imparfaitement. Est-ce qu'on a vraiment choisi notre métier? Est-ce qu'on a vraiment choisi cette longue corvée, il faut le dire quand même, qui va durer jusqu'à 67 ans, ou 65 ans? Un des gilets jaunes, on parle des gilets jaunes, a dit quelque chose de très intéressant dans une interview. Il dit, oui, écoutez, il ne s'agit même pas de cela, d'augmenter un tout petit peu notre pouvoir d'achat, mais regardez-moi, j'ai dépassé la cinquantaine, je me dis, je vais travailler jusqu'à 67 ans, et puis, qu'est-ce que vous me proposez? Rester devant mon écran jusqu'à ma mort. Voilà, je suis vidé par l'effort que j'ai fourni, parce que son métier est dur, c'est un métier manuel, et c'est tout. Donc cette société ne produit plus du sens. Et le livre indique exactement pourquoi au-delà des frontières, au-delà de ces deux naissances. Oui, vous vivez en Il y a une troisième naissance. Il y a la troisième naissance. Donc il y a d'abord cette naissance animale, biologique, oui, c'est ainsi. On est programmé pour vivre entre 20 000 et 30 000 jours, et comme je dis, quand on le remarque, il nous reste quelques milliers de jours. Ça paraît absolument déraisonnable. Il y a cette deuxième naissance, on peut être, je décris ces grands personnages, ces maîtres du monde, comme Aristote Onassis, ou Deiska, ou Madoff, vous voyez, les grands capitalistes. Mais en même temps, on a vu ce qui est arrivé aux grands capitalistes, comme ce monsieur qui a été, Carlos Ghosn, qui a été arrêté au Japon, et quelle vie maintenant, n'est-ce pas, il était au sommet. Donc tout est tellement éphémère chez l'homme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ce caractère, très peu pérenne? Est-ce qu'il y a une pérennité? Voilà ce que ce livre cherche. Et ce que donnerait la troisième naissance.